Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, à présent, on parle immobilier. Il y a de très nombreuses idées fausses sur l'accès à la propriété. Vous pouvez peut-être devenir propriétaire sans même le savoir. On va vous expliquer pourquoi, comment, avec Ulrich Morel. Bonjour Ulrich. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Immoprêt. On va combattre les idées fausses sur l'accès à la propriété. On va s'inspirer des questions que nos téléspectateurs nous envoient chaque jour. Continuez d'ailleurs sur notre site bfmbusiness.com. Première idée fausse, c'est Ronan. Ronan, il nous envoie un message où il nous dit qu'il ne peut pas acheter parce qu'il n'a pas d'apport. Alors, acheter sans apport, c'est tout à fait possible. On a accompagné le rêve immobilier de 17 000 familles cette année. On en avait 56% finalement qui n'avaient pas d'apport. Simplement, ça nécessite des prérequis. Les prérequis, c'est quoi? C'est avoir une gestion de compte raisonnable. Raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit d'être à découvert. Par contre, vous n'avez pas le droit de dépasser ce découvert. Ça veut dire quoi également, acheter sans apport? Ça veut dire qu'il faut faire attention au saut de charge. Le saut de charge. Alors, le saut de charge, c'est simple. Vous payez un loyer aujourd'hui de 800 €. Si demain, vous avez une échéance de prêt qui est de 850 €, ça ne posera pas de problème au banquier. Par contre, si demain, vous avez un loyer de 500 € et que vous passez à 1200 € sur votre échéance de prêt immobilier et que vous n'avez pas 1 euro de côté, ça va devenir compliqué. Donc, pour vous, on peut acheter même si on n'a pas d'apport. Il faut juste remplir des conditions évidemment nécessaires. L'autre idée fausse qu'on peut peut-être... Ah, Jean-François veut réagir. Jean-François. Il faut juste qu'on arrive à trouver un bien qui corresponde à cette caractéristique-là. Parce que vu les prix de l'immobilier dans certains endroits, le prix du loyer ou le prix de l'acquisition, on va avoir un petit exercice compliqué en pratique. Complètement d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on assiste en province à un éloignement des centres urbains des primo-accédants pour trouver effectivement des biens qui peuvent correspondre tout à fait à leur budget. Effectivement, dans les centres urbains où la demande est très très forte, c'est un peu plus compliqué. Le critère d'âge compte aussi lors d'un achat immobilier. On a des mails d'auditeurs de plus de 60 ans qui nous disent qu'acheter c'est dur pour eux parce que les assurances coûtent trop cher. Est-ce que c'est plus dur d'acheter au-delà de 60 ans? Alors, on peut acheter quand on a plus de 60 ans. Et heureusement, puisque aujourd'hui on parle de plus en plus de troisième vie. Simplement, sur l'assurance, effectivement, il va avoir un certain nombre de prérequis à faire. Les prérequis vont être quoi? Ça va être de se dire, est-ce que je passe par mon établissement bancaire ou est-ce que je passe par une délégation d'assurance? Puisque les établissements bancaires sont sur des contrats mutualistes qui bien souvent vont pouvoir assurer jusque 70, voire au mieux 75 ans, alors qu'on sait qu'on va peut-être être sur des emprunts beaucoup plus longs. Et là, la délégation d'assurance peut être une réponse puisqu'on va se retrouver avec des couvertures qui peuvent aller jusque 80, 85, 90 ans, sans aucune difficulté. Et après, il faut faire attention aux options. Est-ce qu'à 60 ans, j'ai besoin d'avoir l'incapacité de travail temporaire ou partielle? Oui. Pas forcément. Faire les bons choix, évidemment. Quelles assurances préconisez-vous pour nos auditeurs, nos téléspectateurs de plus de 60 ans qui voudraient acheter un bien immobilier? Quelles sont les assurances pour eux les plus attractives? Alors, on a des compagnies qui sont très offensives sur le sujet. Je pense par exemple à April, je pense par exemple à MetLife, qui sont des compagnies qui s'adresse plus spécifiquement avec des offres particulières pour les seniors qui vont pouvoir aller jusqu'à des couvertures qui pourront aller jusqu'à 90 ans, voire 85 ans. Voilà. Et à l'inverse, il y a des assurances ou des banques plus attractives pour les jeunes? Alors, pour les jeunes, bien sûr, il y a des banques qui sont, plus attractives. Ouais. Je vais prendre les mutualistes, par exemple. Il est de notoriété qu'elles sont très engagées sur l'accompagnement des jeunes dans le projet immobilier. Et sur les compagnies d'assurance, on va trouver des compagnies d'assurance comme Swiss Life qui sont très offensifs sur les profils jeunes, sans aucun problème. Voilà, quelques idées pour préparer un achat immobilier. On continue de combattre les idées reçues sur l'accès à la propriété. On a une question de Jacques. Jacques, il nous dit, et il n'est pas le seul, qu'il ne pourra pas acheter car il s'endetterait à plus de 33%. Peut-on franchir et convaincre la banque de s'endetter à plus de 33%? Alors, la norme de 33%, c'est la norme que tout le monde connaît. Mais il y a une norme extrêmement importante pour les établissements bancaires, c'est la notion de reste à vivre. Ça veut dire quoi? Je vais prendre deux exemples assez simples. Je gagne 1 000 € par mois. Je m'endette à 33%. J'ai 3 enfants. Ça devient compliqué, même si je respecte la règle des 33%, puisque j'ai un reste à vivre ramené au nombre de personnes qui est extrêmement dur. Par contre, je gagne 10 000 € par mois. Je m'endette à 40, 45, voire 50%. Je suis célibataire. Il me reste 5 000 € par mois pour vivre. Donc là, on va plus regarder la norme d'endettement, on va regarder ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc ça concerne que les gros salaires. Seuls les plus riches peuvent le faire. Alors, les plus riches ou, par exemple, j'ai pensé à un jeune ingénieur qui aurait un revenu un peu important, mais faible, parce qu'il démarre dans la vie. Par contre, on sait que potentiellement, sous 2, 3, 4, 5 ans, son revenu va augmenter. Donc là, on va pouvoir peut-être se permettre de dépasser les 33 et d'aller plus sur des normes à 40%. Je pense à un cas que j'ai financé il n'y a pas très longtemps, un jeune interne en médecine. On sait très bien que mécaniquement. Par contre, oui, il faut que ça soit des profils évolutifs, bien sûr. Autre idée fausse, en tout cas vous allez nous dire si c'est une idée fausse, c'est Hubert. Hubert, il nous dit toujours sur notre site, bfmbusiness.com, il nous dit que quel que soit l'âge, de toute façon on ne peut pas acheter un bien immobilier sans assurer son prêt. Alors, on peut acheter un bien. Chaque fois la banque nous demande d'assurer le prêt. Dans l'absolu, on peut. Simplement, effectivement, la banque
par nature, préfèrent que le prêt soit assuré. Et comme on dit souvent, il faut mieux avoir des billets dans sa poche que des mouchoirs pour pleurer. Exactement. Néanmoins, pour des tas de raisons, parce que j'ai un problème de santé et je me retrouve avec une prime très dissuasive, je ne voudrais ne pas m'assurer. Qu'est-ce que je vais donner comme garantie à la banque? Soit j'ai de l'argent à placer, à mettre au profit de la banque si jamais il m'arrivait quelque chose. J'emprunte 100 000 euros, j'ai une assurance vie où j'ai 100 000 euros dessus, je vais la mettre en nantissement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en garantie, ou j'ai un bien immobilier équivalent au montant de l'emprunt que je vais pouvoir mettre en garantie. Bon, pour ceux qui ont des soucis lourds de santé, certains de nos auditeurs nous disent que c'est le cas pour eux. Ils ne peuvent pas acheter à cause du coût des assurances. Ils nous disent c'est trop cher. J'ai une maladie qui m'oblige à prendre une assurance trop chère et ça m'empêche d'acheter un bien immobilier. Alors, sur l'assurance, il faut impérativement faire jouer la concurrence. Ça, c'est le premier prérequis. 2, à partir du moment où vous êtes sous traitement ou avec une pathologie qui est résorbée, il y a des compagnies qui vont mettre des exclusions, c'est-à-dire, je prends un exemple simple, on est bientôt au ski, je me suis cassé le genou, je me suis fait une rupture des ligaments, demain on va me dire, si jamais vous avez des conséquences liées à cette rupture de ligament, je ne vous couvre pas. Donc il faut faire attention, parce que les compagnies d'assurance, on va dire bancaires, ont tendance souvent à majorer le prix, les compagnies extérieures vont privilégier de l'exclusion, et l'exclusion, ça évitera les primes dissuasifs. Néanmoins, au bout du bout, si jamais j'ai des difficultés à m'assurer, on a ce qu'on appelle le dispositif ARAS qui permet effectivement de trouver une solution quoi qu'il arrive. C'est-à-dire une solution quoi qu'il arrive, ça veut dire que toutes les compagnies vont être consultées et vont devoir proposer une solution d'assurance à cette pathologie. Un taux acceptable en fait. Un taux acceptable, c'est relatif. On a progressé, mais ça reste quelquefois prohibitif. Question de Rémi, lui il nous dit qu'il ne pourrait pas devenir propriétaire parce que la seule façon pour lui de le faire ce serait d'accepter un taux révisable. Il nous dit c'est trop dangereux, je ne veux pas prendre de taux révisable donc je ne deviendrai pas propriétaire. Alors le taux révisable effectivement c'est pas dans la culture française pour des tas de raisons, parce que dans les années 80 on a connu les prêts progressifs et donc ça a globalement fait peur aux gens. Un taux révisable, moi je vais prendre un exemple simple. Finalement, si aujourd'hui j'empruntais une somme de 175 000 euros sur une durée de 25 ans, j'ai un coût de crédit qui est de 100 000 euros. Voilà mon coût. Si je prends un prêt qu'on appelle KP1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un taux initial qui ne peut pas prendre plus un point. Dans le pire des cas, parce qu'il faut toujours raisonner dans le pire des cas, dans le pire des cas, mon coût de crédit, si au bout d'un an il vient augmenter, il est de 113 000 euros. Donc ça veut dire que je prends une prise de risque sur 25 ans de 13 000 euros. Dans le pire, si ça vient augmenter tout de suite et que ça ne redescend jamais. Si jamais ça venait à redescendre, je serais amené à avoir un coût de crédit de 61 000 euros. Ce qui veut dire que je prends un risque de perdre 13 000 euros et éventuellement de gagner 40 000. Et on sait très bien que sur des durées longues, le taux sera amené à baisser, à augmenter, et qu'au final, on pourra se retrouver sur un équilibre. Enfin, actuellement, les taux sont quand même historiquement bas. On n'a pas intérêt à prendre des taux variables. Alors, je vais prendre un jeune accédant, par exemple, un primo-accédant. Ils sont jamais plus faibles qu'actuellement. Alors, ils ont commencé à remonter déjà sur le dernier trimestre, mais ça reste effectivement historiquement bas. Néanmoins, le taux plus bas, et pour rejoindre à la question de tout à l'heure, il va me permettre quoi? Il va me permettre d'augmenter légèrement ma capacité d'achat, et donc, quelque part, peut-être d'aller acheter dans un secteur où je ne pouvais pas aller. D'aller gagner 10-15 000 euros de plus pour faire mon rêve immobilier. Donc, c'est une question, au final, c'est un vrai dilemme. Est-ce qu'effectivement, j'utilise le révisable? Est-ce que j'utilise le fixe? Je dirais que chaque situation est particulière. Bon, voilà, quelques réponses à de nombreuses idées reçues. Il y avait encore plein de thèmes, notamment peut-on garder ses droits aux APL et aux allocations logement quand on est propriétaire? En un mot, la réponse c'est oui. Oui, sans aucune difficulté. Voilà. Comment vraiment en fait, quand vous êtes propriétaire, vous avez le droit à avoir de l'APL. C'est souvent quelque chose qui étonne les gens, mais je prends un cas que j'ai en tête rapidement. Monsieur travaille, il gagne 2 000 euros par mois, madame ne travaille pas. Ils achètent sur Reims, ils ont le droit à 20 euros d'APL tous les mois. 20 euros, c'est 20 euros de capacité d'achat en plus. Ulrich Morel, voilà, quelques idées reçues qu'on a combattues, qu'on a battues en brèche sur BFM Business. Vous êtes le fondateur d'Immoprêt. Merci beaucoup. Le CAC 40, toujours stable aujourd'hui. Tout de suite, on va vous apporter des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir.